Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 6 novembre, soyez les bienvenus sur Monaco Info. On commence comme d'habitude par les titres qui seront développés. Suite de notre série de reportages consacrés au déplacement du souverain au Paraguay, aujourd'hui il est l'heure de faire le bilan de cette visite officielle. L'IUM et l'association monégasque des Compliance Officers s'associent aujourd'hui pour lancer une nouvelle certification dédiée à la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la prolifération et la corruption. Chaque année, des centaines de bénéficiaires d'associations de la principauté sont conviés par les forains pour profiter gratuitement des attractions, c'est ce que vous verrez. Notre invité aujourd'hui, Sébastien Usher, ardent défenseur de l'environnement. Il vient d'écrire un livre, Les Clés oubliées. Il nous présentera son ouvrage dans quelques instants. La principauté commence à se parer de ses habits de lumière dans les rues pour les fêtes de fin d'année. Les Sportboat Winter Series du Yacht Club de Monaco, le point sur ce championnat hivernal. Et enfin, le Wolf Club de Monaco a accueilli une délégation d'investisseurs engagés dans la transition écologique. Le prince Albert II est actuellement au Brésil, à Belém, où il s'est exprimé aujourd'hui au sommet des chefs d'État en amont de la COP30 qui se tiendra du 10 au 21 novembre. Le souverain, qui était depuis 3 jours en visite officielle au Paraguay, nous vous en avons longuement parlé depuis lundi, c'est l'heure du bilan, Émilie, concernant cette visite qui a permis de renforcer les liens entre ces deux pays. Le prince Albert II a achevé ce mercredi sa visite officielle au Paraguay, une visite historique puisque c'était la première du prince souverain ici dans ce pays d'Amérique latine. Une visite placée sous le signe de l'amitié, de la coopération, de l'économie, du sport et de la culture. Le prince Albert II s'est exprimé à l'issue de ce déplacement à notre micro. C'est la découverte d'un très beau pays, d'un pays qui a une histoire particulière, mais c'est un pays qui a trouvé une stabilité, qui a trouvé, grâce à ses dirigeants de cette époque contemporaine, une belle dynamique, une belle vision sur le futur. Et ça se voit non seulement dans ce qui a été entrepris il y a quelques années. Le parfait exemple de ça, c'est ce barrage extraordinaire, cet ouvrage de génie civil extraordinaire qu'est le barrage d'Itaipú. Bien sûr, ça avait commencé il y a très longtemps, il y a presque 50 ans, mais c'est un symbole de ce pays qui se projette sur l'avenir et qui veut tirer le meilleur de ses ressources d'une façon durable, d'une façon qui soit le plus en harmonie avec son environnement. Mais c'est aussi un engagement fort pour l'éducation et pour la jeunesse. Et le témoignage de cela, c'est cette belle visite de ce nouveau centre olympique qu'ils ont, en très peu d'années, qu'ils ont réussi à développer et qui, bien sûr, je suis sûr, leur apportera beaucoup de succès dans les différentes grandes compétitions internationales. Ils vont organiser les Jeux panaméricains de 2031, mais c'est aussi voilà, un investissement sur l'avenir, sur la jeunesse, pour aussi les aider à se développer et à être eux-mêmes les dirigeants de leur pays à l'avenir. Et donc je crois que tout ça c'est très positif. On a eu aussi bien sûr un très bon forum économique entre le Monaco Economic Board et la cellule d'attractivité de Monaco et puis leur homologue ici au Paraguay, et qui nous ont tous dit que non seulement que les échanges se sont très bien passés, mais qu'il y a déjà des engagements pour des coopérations dans le futur. Donc on est très heureux de l'ensemble de cette visite et de ces possibles projections dans le futur. Cette visite officielle du prince Albert II au Paraguay aura permis de renforcer les liens entre les deux pays, comme nous l'a confirmé Santiago Peña, le président du Paraguay. I think that the visit of His Serene Highness Prince Albert is a tipping point in the relation of Paraguay with Monaco, but also represent the moment that Paraguay is living. For too long, Paraguay has been known as the island surrounded by land, a country that was isolated, that not many people knew about it. So the visit represents the momentum that Paraguay is living, integrating and leading in a region that has such a potential
in so many areas. We went through a very interesting agenda on issues that are of common interest between Monaco and Paraguay, particularly on sustainability, the role that Paraguay plays on food security, food production on a sustainable basis, on energy transition. I think the relation is going through the most important moment, a relation that was built over the last little bit over a decade since Paraguay began formal relations with Monaco. But the visit of His Serene Highness Prince Albert is, of course, a fundamental point in strengthening this relation. Comme je vous le disais en introduction, le prince Albert II est actuellement au Brésil, à Belém, où il s'est exprimé au sommet des chefs d'État en amont de la COP30. Et nous suivrons cela avec Émilie Rousseau et Sylvain Péromal qui sont sur place dans nos prochaines éditions. Monaco renforce encore son engagement en matière de conformité et de transparence. L'IUM et l'association monégasque des Compliance Officers s'associent aujourd'hui pour lancer une nouvelle certification professionnelle dédiée à la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la prolifération et la corruption. Pour en parler, Jean-Philippe Muller, le directeur général de l'IUM, et Emmanuel Montigo, le président de l'AMCO. Ils nous expliquent les objectifs de ce programme et les enjeux pour les entreprises monégasques. Sur la place financière monégasque, concrètement, cela peut permettre d'avoir une approche de place, justement, homogène de pratiques. Et de pratiques pour tout le secteur non financier, qui est un secteur très disparate, puisqu'il y a plus d'une vingtaine d'activités très différentes les unes des autres. Donc l'objectif, c'est de promouvoir une pratique de place qui soit la même, tout en tenant compte des spécificités de chaque activité. La collaboration qu'on a mis en place avec l'AMCO, l'association monégasque des Compliant Officers, elle est un peu naturelle. Une université, quand elle forme pour des professionnels, elle doit le faire avec les professionnels. Et donc c'était tout à fait normal qu'on aille vers l'association la plus spécialisée dans ce domaine, l'AMCO, et qu'on travaille ensemble pour apporter à la fois un regard académique et théorique sur les choses, mais aussi quelque chose qui corresponde vraiment et qui soit utile aux besoins des professionnels. C'est véritablement une formation opérationnelle de praticiens, pour les acteurs économiques, qui sont les acteurs qui sont aussi les dirigeants, mais pas seulement, et aussi les experts qui au quotidien sont en charge de remplir ces obligations-là. Le rôle d'une université, quand elle est installée dans un territoire, c'est d'essayer de lui être utile. Alors on contribue à la principauté en formant des jeunes talents, en les faisant venir, mais aider aussi à l'évolution des pratiques professionnelles, à l'élévation des compétences. Et sur un sujet qui concerne tout le monde aujourd'hui, c'était quand même assez naturel qu'on s'implique et qu'on s'engage. Pour nous, c'est très enthousiasmant parce que déjà, ça nous permet de sortir un petit peu de notre côté où on a l'habitude de se côtoyer entre pairs. Là, c'était d'avoir aussi une université, un corps éducatif, et donc de challenger un petit peu ce défi avec eux. Et d'ailleurs, ça a très bien pris puisque le comité pédagogique, qui est constitué des experts des deux côtés, a fait qu'aujourd'hui, on a été en capacité de pouvoir lancer cette formation-là. Accrochez-vous, ça va secouer, direction la foire avec la journée des associations qui s'est déroulée hier. Chaque année, des centaines de bénéficiaires d'associations de la Principauté sont conviés par les forains pour profiter gratuitement des attractions. Un moment inoubliable et attendu, relaté par Sarah Nkari sur les images d'Hugo Comassa. Des sourires sur toutes les lèvres. Ces enfants font partie des 250 chanceux à pouvoir bénéficier aujourd'hui de tous les jeux et manèges gratuitement. Ils ont en commun de faire partie d'une association ou d'un mouvement monégasque comme l'AMAPI, le Phare, Jeunesse et Avenir, les Guides et Scouts de Monaco ou encore Jeunesse catholique de Sainte-Dévote. Moi je trouve ça extraordinaire parce que ça fait un moment d'abusement, on va dire d'amusement dans l'année entre copines. Parce que d'habitude vous êtes plutôt sérieuse au caté. On s'amuse, mais on va dire qu'on va pas faire la même chose qu'ici. On va prier et on va faire des choses de catéchisme. Et donc aujourd'hui on va s'amuser et voilà. Merci quand même Dieu pour cette journée parce que franchement c'est génial d'être entre copines et de faire tous les manèges qu'on veut, c'est vraiment... Inoubliable, merveilleux. Les fillettes peuvent aussi remercier les forains. C'est grâce à leur mobilisation que cette journée est organisée depuis près de 20 ans. C'est une chose qui nous tient énormément à cœur depuis des années. C'est une manifestation qui se produit dans beaucoup de villes et foires de France parce que les forains ont toujours l'habitude de pouvoir donner une gratuité aux enfants qui n'ont pas toujours la possibilité de venir à la foire parce que
On le sait, comme on dit, la foire est onéreuse et là ils peuvent profiter de tout. De tout, comme de l'incontournable bateau pirate. Alors c'était comment? Bien, bien, nickel. Je suis content, nickel. C'était parfait. Ça va haut, ça va vite, c'est vraiment bien. En marge de cette opération, les forains se mobilisent également, tout spécialement pour la Fondation Flavien. Une quête qui est faite par les enfants des forains, et ils me remettent une enveloppe à un moment X de la foire, qui a été le fruit de leur quête, des enfants qui vont aller voir leurs parents, ainsi de suite, pour dire il faut mettre dans la boîte pour la recherche sur les cancers des enfants. Les visiteurs ne repartiront pas les mains vides, mais avec ce sac rempli de friandises et de peluches, un souvenir gourmand et attendrissant d'une journée placée sous le signe de la bonne humeur. La foire qui fermera ses portes le 19 novembre. C'est un ardent défenseur de l'environnement. Il était le monsieur développement durable à Decathlon. Il a organisé ici les World Cleanup Day. Il a une association qui s'appelle Stand Up for the Planet. Et il vient d'écrire un livre dont nous allons parler avec lui. Sébastien Usher, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Le livre Les Clés oubliées, qu'est-ce que ce livre? Que peut-on découvrir dans cet ouvrage? Bon, une partie autobiographique où je me raconte un petit peu comment finalement j'en suis arrivé à identifier des clés de transition qui ne sautent peut-être pas aux yeux et qui sont quand même à la fois simples et accessibles à tous. Ce sont ces clés que je détermine comme des clés oubliées. C'est en 3 parties, hein, c'est ça. La première partie sur votre histoire, et il y a 2 autres parties. C'est comme ça que se construit ce livre? On pourrait dire qu'il y a 2 grosses parties, oui. Même si effectivement il y a des sous-parties. Une partie autobiographique, le cancer, la maladie, une maman dépressive, l'armée, les forces d'intervention, et puis l'envie d'aller vers ce qui m'appelait vraiment la transition. Tout un parcours autour de ça, chez Decathlon, à la direction du développement durable, et puis après dans l'accompagnement des entreprises. Et puis ces clés que j'ai trouvées, qui me paraissent importantes aujourd'hui, autour de l'amour, de la conscience, de l'utopie, de la respiration, et cette idée qu'on ne pourra pas réussir de transition énergétique collective si on ne travaille pas sur soi, sur notre rapport au vivant, sur notre rapport au temps, dans un moment où on n'a jamais eu autant de confort, mais il n'y a jamais eu autant de burn-out. D'où est venue l'idée du titre « Oublier les clés oubliées » En quoi elles sont oubliées, ces clés? Aujourd'hui, quand on parle de transition énergétique, ce qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est des voitures électriques, des panneaux solaires, des grandes éoliennes, de l'efficience. Et en fait, ces clés que sont l'amour, la conscience, l'utopie, la respiration, elles sont essentielles. Bien sûr, elles ne rejettent pas les nouvelles technologies, mais sans ce retour à soi, qu'est-ce que je fais? Quelles seraient mes utopies? Qu'est-ce que j'aimerais vivre demain? Eh ben, on ne réussira pas de transition énergétique, et on le voit bien aujourd'hui. Finalement, on a attaqué une transition énergétique dans les années 1900. Si on regarde stricto sensu les tableaux d'émissions d'énergie fossile, en tout cas d'utilisation d'énergie fossile, ça n'infléchit pas au niveau mondial, parce qu'on ne se pose pas ces questions de ce qu'on veut vivre dans le futur. Est-ce qu'il y a des solutions dans ce livre? Parce que ce sont des clés oubliées, mais comment on peut les retrouver finalement? Oui, bien sûr, il y a des solutions, il y a même des petits cas pratiques pour s'exercer autour de la respiration. Quand je parle d'amour, de conscience, d'utopie, il y a des outils aussi pour incarner ça au quotidien. Finalement, si on veut réformer le monde, il faut se réformer soi. Donc bien sûr, il y a toutes ces clés dans ce livre, mais c'est très simple, ça se lit très facilement. Moi, j'ai cette chance de vulgariser assez facilement les choses. Donc oui, bien sûr, il y a très peu de théorie finalement. Il n'y a vraiment que des choses très concrètes. Pourquoi avoir voulu écrire ce livre? À quel moment vous avez eu ce déclic? Parce que j'ai l'impression que ce qui m'a permis à moi d'entamer une transition énergétique personnelle, c'est de retrouver de la conscience dans mes actes du quotidien, de faire des choix par amour et pas par obligation. Arrêter de manger de la viande parce que il faut le faire, ça dure pas longtemps. Arrêter de manger de la viande parce qu'on a découvert un plat végétarien incroyable, ça sera durable, et ça c'est l'amour qui dicte le choix. La respiration a été pour moi aussi un changement profond dans mes modes de consommation, même si peut-être que le parallèle n'est pas clair pour tout le monde, mais je vous engage pour le coup à lire le livre. Et puis voilà, le réveil des utopies. J'ai eu l'occasion avec Julien Vidal d'animer des ateliers de réveil des utopies à Monaco. Et comment, en fermant les yeux, en imaginant son présent dans 10 ans,
on peut voir qu'il ne ressemble pas, si on le veut très utopiste, en tout cas dans un idéal, il ne ressemble pas à celui qu'on vit au quotidien, que ce soit les odeurs, le temps, les images, le bruit autour de nous. Donc je crois que l'utopie est un vrai moyen d'accélérer sa transition aussi. C'est un livre qui respire l'optimisme, au contraire, c'est un livre qui met le doigt sur le constat et le monde dans lequel nous vivons, qui n'est pas forcément fantastique en termes d'environnement. Je crois qu'il respire le réalisme, ouais. Avec sa part de pessimisme et d'optimisme. Moi, les clés que je délivre, elles sont très optimistes, elles permettent de se sentir bien et d'avoir envie de chercher sa voie dans ce monde fluctuant, impermanent. Mais je pense avant tout qu'il est réaliste. Voilà, je m'appuie beaucoup sur la science pour faire mon constat. Pas sur moi et ce que je ressens, mais en tout cas sur le GIEC, la science, les projections et puis ce qu'on vit depuis maintenant, depuis notre grande transition énergétique d'après 1900. Monaco, c'est un pays qui vous ressemble dans vos combats ? Bah oui, c'est un pays qui me ressemble parce que c'est un pays où on vit la grande polarité entre ce qu'on aimerait incarner vraiment et puis le modèle économique dans lequel on est pris. Et en fait, Monaco est le symbole d'un modèle économique, mais on vit le même en Europe. On est dans une société avec un modèle économique autour de la croissance du produit intérieur brut, dans une société qui cherche de la croissance, qui est une société volumique où on doit faire plus, toujours plus de chiffres. Et donc, et on a beau avoir conscience de tout ça, c'est très difficile de changer un modèle de société. Donc Monaco est pris aussi dans ses contradictions, comme je suis pris moi dans mes contradictions, et comme notre société occidentale est pris dans ses contradictions. Le livre « Les clés oubliées » de Sébastien Usher, comment peut-on se procurer ce livre ? Eh ben, à Monaco, ouais. À la bouquinerie. Voilà, il est disponible ici, sur une plateforme consciente qui s'appelle Etsy aussi. Et puis voilà, je pense que pour les monégasques, vraiment, je vous encourage à venir visiter cette petite bouquinerie qui est assez incroyable et vous le trouverez ici. Très bien. Merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir, merci à vous. Après la Toussaint, la Principauté se prépare pour les fêtes de fin d'année et commence à se parer de ses plus beaux habits de lumière. Christine Petit-Homel et Alexandra Paolini sont allées à la rencontre de ceux qui travaillent dans l'ombre pour faire briller Monaco. Regardez leur reportage. La magie de Noël s'installe peu à peu à Monaco. Sur la façade de la mairie, les équipes municipales s'affairent depuis plusieurs jours maintenant pour installer les décorations qui vont illuminer la principauté durant les fêtes. Chaque guirlande, chaque lumière est minutieusement positionnée pour créer un spectacle féerique pour les habitants et les visiteurs. Là, ça fait déjà deux bonnes semaines qu'on est sur les illuminations pour tout ce qui est décoration. Et là, on est sur la façade depuis ce matin, 5 h. Alors, est-ce qu'il y a des décorations spéciales cette année ? Oui, cette année, il y a un nouveau décor qui sera l'esplanade du Larvoto. Et après, dans certaines rues, on a fait quelques modifications aussi. Du genre ? En fait, on décore les arbres, on rajoute, on change un petit peu, on innove. Et alors, les lumières, ce sont des LED, ce sont quel type de lumière ? Toutes les décors et toutes les guirlandes, c'est que de la LED. Les illuminations en tout, nous, on pose à peu près 220 décors sur poteaux et candélabres et en traversée aussi. Les illuminations se lancent le 27 novembre. Et une fois la foire d'attractions partie, le traditionnel village de Noël prendra place sur le port Hercule. Cette année, le thème choisi ravira petits et grands, les nounours. Chalets, décorations et animations seront pensés autour de cet univers tendre et chaleureux, promettant un Noël magique. Entre lumière scintillante et atmosphère festive, la principauté se prépare donc à vivre un mois de décembre empreint de féerie et de douceur. Sans oublier la patinoire qui fera son retour. Le Yacht Club de Monaco se met en mode hiver et revient avec ses traditionnels Sportboat Winter Series, un championnat hivernal qui met en lice des équipages de voiliers monotypes. L'événement se divise en 4 actes et demain sera donné le premier signal d'attention sur le plan d'eau monégasque. Explication dans ce reportage d'Alban Gingembre et Camille Caloni. Ils ont posé l'encre en principauté pour les Monaco Sportsboat Winter Series, un championnat de voiliers monotypes réparti sur 4 mois. Au total, 26 équipages de 7 nationalités sont en piste. Une étape en novembre, une en décembre, une en février et une en mars. Les régates, c'est ce qu'on appelle des régates en banane, donc c'est des parcours qui font environ 1 000 nautiques et qui, avec 2 tours dans la direction du vent. C'est un peu l'occasion pour les équipes de venir
préparer la saison d'après et un peu d'affûter leurs armes, c'est peut-être un grand mot, mais enfin de tester des voiles, tester du matériel et de naviguer en configuration pour les championnats de l'année à venir. C'est le cas de Bodi, le jeune monégasque vise les Jeux des petits États d'Europe en 2027. J'essaye de naviguer le plus possible sur tous les bateaux possibles. Et oui, c'est incroyable. Il faut naviguer avec tout le monde qu'il y a maintenant, tous les professionnels, c'est vraiment beau. Donc on va surtout travailler sur la communication à bord, dans les manœuvres. Tactiquement, on sait comment faire, mais c'est juste travailler en équipe et travailler comme une personne en fait. C'est tout synchroniser, c'est ça le plus dur. Rendez-vous demain pour les 3 jours de régate. Le classement final de la saison sera établi en mars à la fin des 4 actes de ce challenge hivernal. Et nous y reviendrons. Hier soir, le Wolf Club de Monaco a accueilli une délégation d'investisseurs suisses et allemands engagés dans la transition écologique. Réunis dans les caves prestigieuses de l'Hôtel de Paris, ces acteurs de la Green Tech ont passé 2 jours en principauté pour découvrir le pays et ses potentialités. Sarah Nkari et Hugo Comassa sont allés à leur rencontre. Ce sont tout simplement les plus grandes caves d'hôtels au monde. C'est dans ce décor unique, vieux de 150 ans, que le séjour en principauté a commencé pour cette délégation d'investisseurs conviés par le Wolf Club de Monaco. Nous avons une vingtaine de chefs d'entreprise allemands et suisses qui sont principalement des acteurs de la Green Tech, des CEO ou des business angels. Donc leur objectif aujourd'hui, c'est de participer à différents échanges, de découvrir qu'est-ce qu'il se fait à Monaco, parce que pour la plupart, ils ne sont jamais venus ni dans le sud de la France, ni en principauté de Monaco. Donc on leur fait découvrir un magnifique hôtel, les caves de l'Hôtel de Paris, qui est un des joyaux de la principauté, pour les familiariser déjà avec l'univers monégasque. Au cœur de cette rencontre, la réussite de Plan B Net Zero, une start-up suisse fondée par Bradley Mount et récompensée par le Future Award lors du plus grand festival européen dédié à l'intelligence artificielle. Je suis là avec 20 de mes partenaires les plus importants, je dirais, de mon entreprise. Et puis voilà, ça serait juste pour leur montrer un peu comment le Sud il est, comment la culture de Monaco est, et puis les gens, et puis juste la manière de vie. Et l'opération séduction semble fonctionner. C'est très beau, c'est très propre, c'est super intéressant au niveau des gens qu'on peut rencontrer. J'observe un peu qu'est-ce qui se fait à Monaco, quelles affaires se font et voilà, pour analyser en fait le tissu économique et d'investissement, pour voir des nouvelles opportunités aussi. La mission économique a duré 2 jours et été ponctuée de surprises. Le clou du spectacle, un vol en hélicoptère pour admirer Monaco depuis les airs. C'est par ce genre d'initiative permettre aux gens de se familiariser et notamment des chefs d'entreprise qui vont être amenés à revenir peut-être avec leurs employés, peut-être développer des filiales à Monaco. Donc là, on va pouvoir les introduire auprès des bons organismes et des bonnes institutions pour qu'ils puissent réaliser leurs projets. Et comme on le disait lors de la première mission économique avec le Chana Club Berlin, idéalement qu'ils investissent en principauté, et pourquoi pas à terme qu'ils prennent la résidence également. Prochain rendez-vous du 18 au 20 mars 2026 avec l'accueil d'une nouvelle délégation d'une 30aine de chefs d'entreprise. Monaco est décidément le pays où les idées prennent vie et où les collaborations se concrétisent rapidement. Le reste de l'actualité en bref, le déjeuner de Noël des membres de l'Amicale des aînés monégasques aura lieu le vendredi 5 décembre au restaurant de l'hôtel Méridien Beach Plaza. Pour y participer, les adhérents sont invités à s'inscrire sur présentation de leur carte de membre. Le rendez-vous pour les inscriptions, le mardi 11 novembre de 14h30 à 17h au siège social foyer Régnier 3, 1 avenue de la Quarantaine. Les photos de fin de journal de Stéphane Dana sont consacrées aujourd'hui à la magnifique pleine lune que l'on appelle en ce moment la super lune du Castor. Elle est extrêmement proche de la Terre, c'est pour ça qu'elle paraît si grosse. Enfin proche, elle est quand même à plus de 356 000 km de nous, mais ça reste proche par rapport à d'habitude. À la météo ce soir, Théo Schumer, que vous retrouverez également à la présentation demain à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt, au revoir.
Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos prévisions météo. Ce vendredi ne sera pas le plus agréable, le soleil ne sera pas de la partie malheureusement. C'est sous la pluie que nous passerons toute la matinée, mais les averses se calmeront dès la mi-journée. On gardera que les nuages d'après-midi. Il faudra attendre ce week-end pour retrouver le beau temps. Et puis demain, notez qu'on aura encore un peu de vent avec des rafales pouvant aller jusqu'à 40 km/h. Pour ce qui est des températures, elles seront très fraîches, 13 degrés le matin et jusqu'à 16 degrés attendus au plus fort de la journée. Ce 7 novembre, le soleil se lèvera à 7h14 et se couchera à 17h13 précisément. Vous penserez aussi à souhaiter une bonne fête aux Karine. Belle soirée avec nous et je vous dis à demain pour le JT. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.